Bonjour tout le monde de la presse. Merci de finir répondre présent pour sa conférence de presse aujourd'hui, samedi le 15 juillet, de Résistance Alternative. Moi, c'est Michel Chiffon qui vous préside sa conférence de presse là. Bonjour tout le monde citoyens, citoyennes qui béguent nous dans les réseaux sociaux, au page Résistance Alternative. Et dans sa conférence de presse là, il y a moi-même, Michel Chiffon, qui peut présider. Dans mon gosse, c'est dans Vina de là. Il y a Kougan Parapen et Ashvin Goudaï avec moi. Et ben intervenant dans sa conférence de presse là, nous prenons Ashvin Goudaï à ma droite qui pour cause de une répression systémique contre les syndicalistes qui nous peut assister depuis plusieurs les temps à ce là et qui peut aggraver. Et après prenons Kougan Parapen qui pour cause le greedflation. Kougan pour faire un assessment depuis le régime fiscal et politique monétaire dans la période crise qui nous était et dans la période de l'inflation qui nous était et c'est tout post budget qui fait que passer. Donc sans plus tarder, je vous passe la parole à Ashvin qui pour cause de une répression syndicale qui nous peut assister. Dernier en date c'est Yogita Babou. Voilà, Ashvin. Merci. Donc, bonjour tous les camarades de la presse, bonjour Maurice et merci Michel Chiffon qui préside sa conférence de presse là. Et bon, comment Michel a annoncé, mon intervention, la non-résistance, pour axer la répression syndicale, hein, surtout qui nous note surtout une pression politique systémique qui applique l'aubaine syndicaliste, qui ose voice out, qui ose, comment dire, dénonce ben petites choses, ou que peut-être je nage contre le pouvoir, hein, contre courant, et si je dénonce ben affaires, je ben terms and conditions, mais au-delà de là, il y a sa perception là, sa sentiment là, parce que la dernière en date, bien sûr, c'est Miss Yogita Babou Rama, qui finit être licenciée par Air Mauritius, après qu'il est appelé pour répondre à une charge, le fait qu'il participe à une émission l'ON radio privée, il y a au moins 30 points qu'il est appelé pour venir répondre, et nous note qui ça une déclaration qu'il a fait la radio là, surtout cause le fonctionnement Air Mauritius, ingérence politique, mais aussi une cause beaucoup de conditions de travail qui n'est pas depuis aujourd'hui, et gestion, gouvernance, etc. Et il y a aussi un litige, un case qu'il y a au niveau Employment Relations Tribunal, qui demande pour faire respecter les autres collectifs agreements, et il y a tout ça là qui concerne. Et les clés aujourd'hui qui le licenciement de Miss Babou, qui indique avec son conseil légal que le beau disciplinaire qui est institué contre lui, pour venir répondre à sa même charge là, illégal. Donc, il finit suivre une procédure qui vient d'après qui sont avocat indien, mais dans la foulée, quelques jours après, il finit licencié. Donc, allons à la liste de syndicalistes qui nous capables de dire maintenant depuis 4-5 ans, qui peut subir une forme de, nous capables de dire, répression. Et nous la liste de 5-6 syndicalistes, parmi Charvin Sanassi, qui est président de AMLE. Et il y a aussi Luxman Badal, qui est président de la Poste, syndicat La Poste. Et il y a aussi Patrick Hoffman, ne pas oublier, hein, au niveau des pilotes aussi, qui est licencié. Et il y a aussi le cas de Tidra Gouba au niveau de la Banque de Maurice. Bon, ce cas est un petit peu particulier parce que le comité disciplinaire a été annulé après une série de pressions qui se défense filmité. Mais ce qui est un petit peu plus grave de ce cas, c'est qu'à un moment donné, il refuse l'accès à son représentant syndical, notamment Narendranath Gopi. Et il est incroyable, hein, parce que la loi prévoit qu'un dimoun est capable de faire représenter par un représentant de ce choix, de ce à quoi un avocat ou même un officier du ministère ou bien sûr un représentant syndical. Et Narendranath Gopi quand même, c'est pas n'importe qui, il y a une référence dans le monde syndical pour se risquer dans ce domaine et bien sûr il y a une collaboration avec un travailleur là-bas. Donc nous pas comprendre ça
sa forme de répression qu'il y a vis-à-vis de l'équipe là, mais finalement le board disciplinaire a été annulé. Et pour revenir dans le cas de Yogita Babou, nous besoin dire aussi que Yogita Babou est aussi président de AMCA, c'est-à-dire Mauritius Cabin Crew Association, qui regroupe 400 travailleurs. Donc, il dénonce une série de choses, mais aussi il fait une proposition, parce qu'il y a un syndicat, il ne faut pas oublier, c'est une organisation démocratique qui réfléchit, qui représente les travailleurs. Donc, souvent, un syndicat, une union, il peut venir voice out les sentiments, les analyses des travailleurs. Quand nous prenons une mesure aussi répressive contre un président syndical qui vient exprimer l'île ou la place publique, qui quand même nous garantit par la Constitution section 12 pour la liberté d'expression et section 13 qui nous garantit pour nous liberté d'association. Donc nous pas trop comprendre qui fait ce type de breach de la loi fondamentale, de droit fondamental d'un citoyen, mais surtout quand il peut exercer dans l'exercice de fonction en tant que syndicaliste. Et si nous parlons plus loin en termes de la loi travail, nous pouvons trouver qu'il finit à quand même entos à section 29 et 30 du Employment Relations Act, quand un syndicat dans l'exercice de ses fonctions, il a droit pour exprimer, il a droit pour associer, il a droit pour participer à une activité, et aussi il a une protection dans section 74 Workers' Rights Act qui cause de protection against termination of agreement. Quand il a une clause là-dedans qui dit qu'il y a au moins 17 statuts quand un dimoun ou pas capable, par exemple, licencier libre en termes de discrimination pour ce political opinion, par exemple, pour ce statut, une série de statuts comme ça. Et puis, il dit qu'un syndicaliste est capable d'opérer en toute liberté pour l'exprimer. Donc, il y a une série de entos à la loi qui nous trouvait un syndicaliste peut faire face. Et mon intervention, il y a un petit peu les trois volets et nous causons un petit peu ce système de répression politique qui fait nous dire ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une parastatal bodies, que nous trouvons plus une mainmise et une nominée politique. Donc, il y a ce sentiment, ce colère qui est comme si un politically motivated agenda et qui suit pas une décision de licenciement de gens qui paye voice out. Deuxième affaire, nous cause la loi qui est là, nous avons une convention qui nous ratifie au niveau de ILO, qui n'est pas respectée. D'ailleurs, il y a un parmi les clauses qui est intégrée dans l'Employment Relations Act, mais sous Code of Practice, l'article 162 de Schedule 4, qui dit où, si vous trouvez une faute, l'employeur trouve une faute d'un travailleur, d'un office bearer d'un syndicat. Il est supposé convoque une réunion avec un senior officer. Donc, on n'est pas capable de venir, on attaque un syndicaliste. Parce qu'il y a un syndicaliste, il y a un statut spécial. Parce qu'il n'y a pas un travailleur qui peut aller libre travail. Il y a un mandat pour les représenter sur un travailleur, il y a un mandat pour voice out, pour faire une proposition, pour dénoncer une petite chose, pour faire une série d'activités. Donc, définitivement, il peut mouiller. Donc, qui protection il y a dans ce cas? Donc, il ne faut pas que la loi résiste, comme dire le noir, le blanc, le papier, bien capable d'implémenter. Il y a la loi comme Workers' Rights Act, il y a une instance comme IoT, CCM, la cour industrielle, mais il est important qu'il nous capable d'enforcer la loi, qu'il n'est pas résiste académique, surtout qu'il nous trouve, il y a 5-6 personnes qui nous nomment, qui passent de sa situation bien difficile là. Et troisième affaire, nous avons un comité disciplinaire. Il est important de nous faire une petite réflexion sur un comité disciplinaire dans la forme qu'il était aujourd'hui. Dans un comité disciplinaire, on a l'employeur qui décide qui c'est qui pour tiers personne. Bien sûr, on est capable de demander en amont le syndicat ou le nom de sa tiers personne pour assurer l'indépendance. Mais le fait que c'est l'employeur qui paye le tiers personne, déjà, il a la perception qu'on peut comprendre qu'il n'est pas indépendant. Parce que déjà, quand nous cause financement politique, nous disons qu'il y a une connivence entre le secteur public et le secteur privé qui finance une partie politique. Donc, très souvent, nous disons qu'il y a un retour d'ascenseur. Imaginez-nous dans le cas d'une tiers personne qui paye un comité disciplinaire, il est payé par l'employeur. Donc, tout ça, il paraît très, très forfailu, il paraît il n'est pas crédible. Donc,
ce qui est très important dans un comité disciplinaire pour bien venir de l'avant avec une restructuration. Très souvent, syndicat il dialogue avec le ministre lors de tripartite. Il n'est pas suffi qu'une fois par l'année, on se joigne pour discuter un petit peu, pour décider quantum compensation salariale. Il y a une discussion élargie, continuelle, et là, nous reconnaissons qu'il débute un National Tripartite Council, mais quelquefois, il y a un top of the agenda pour capable revoir la structure de ben comité disciplinaire. Sinon, nous pouvons continuer avec ben licenciement, et malgré qu'ils ont dit dans la loi, il a intégré section 69A, qui dit qu'ils ont dit un travailleur, s'il finit être licencié, s'il trouvait que ce licenciement est injustified, injuste, il est capable d'appliquer à travers le ministère, il apply to ERT dans 90 jours, qu'il est capable de faire reinstate. Mais ce forme, on ne peut pas prendre note de ben case qui n'a là-bas. Et aussi, des fois, comme on peut dire, il y a la loi, parce que résistance et alternative, historiquement, depuis sa création, il articule beaucoup avec le mouvement syndical. Je peux trouver même dans une mobilisation, une manifestation. Il y a beaucoup de mouvements syndicaux qui articulent avec résistance, qui naît même au-delà du combat anticommunal, mais aussi dans le combat pour la classe des travailleurs. Donc, il est extrêmement important qu'ils nous capables de résoudre tout ça, ben problème-là. Donc, plus ou moins, qui nous peut demander, quand nous avons le sentiment qu'il y a autour, c'est qui bien capable, qui y a un dialogue, et un breakthrough, et une restructuration au niveau de même comité disciplinaire, de plus indépendant, et nous capables de bouger dans la bonne direction pour capable mieux protéger les travailleurs, parce qu'il y en a plus que 500 000 travailleurs qui sont exposés quand même dans le pays. Et aussi, nous avons l'aspect de la loi qui nous besoin enforce, make sure qui peut enforce, et nous sommes capables aussi d'enrichir ça la loi et make sure qui peut implémenter. Et troisième affaire, nous sommes capables d'arrêter ces affaires qui sont acharnement envers les syndicalistes par un instrument politique, par un dimoun qui est nominé politique. Nous notons bien cela, nous highlight, nous soulignons, c'est un nominé politique qui, des fois, si vous pouvez voice out contre le gouvernement, vous risquez, comment dire, passe à la trappe. Voilà un petit peu, en gros, ce qui me tenait à dire au nom de Résistance et Alternative, après une réflexion qui nous fait. Et dernière affaire, nous notons aussi qu'il y a une plateforme qui nous soigne, intersyndicale, que plusieurs fédérations et confédérations syndicales, qui est une très bonne chose, fin unir la force ensemble pour lever la voix pour Mme Yogita Babou, c'est une réunion de la semaine de Silver Tower, et bien sûr, Résistance et Alternative aussi, tout notre soutien et solidarité à Mme Babou, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il pénalise l'aspect individuel, il perd ce travail, et il y a l'aspect physique, psychologique, émotionnel et économique. Surtout que Yogita Babou, pendant des ans, ici, le livre Without Pay, donc il y a une pression extraordinaire. Il y a tout un drame familial. Mon camarade qui est licencié dans le monde syndical, qui vivent tout un drame familial. Pas les autres, mais les autres familles, les autres enfants, ils subissent un préjudice. Donc, il est très important qu'ils arrêtent de mettre un frein à tout ça là, et vraiment arrêtent ce qu'ils nous appellent, nous, une pression systématique, grotesque envers les syndicalistes. Voilà, merci la presse et merci Président qui demande la parole. Merci Ashvin. Avant de passer la parole, Kougan, comment Ashvin disait, mon vie fait ressortir qui résistance et alternative, nous militants politiques, mais la politique qui nous défend, c'est une politique pour défendre la classe travaillère, ça veut dire du monde qui travaille pour vivre. Et les militants résistance et alternative, nous actifs beaucoup, Ashvin, Ashok, Charvin, il y a plusieurs camarades, Vina, qui tous les jours, je donne coup de main, syndicat, organisation syndicale, pour améliorer les conditions de travail. Par exemple, nous, qui est aussi un allié des résistances et alternatives, c'est la GWF, General Workers Federation. Donc, résistance et alternative nous peut permettre nous une cause de sa répression syndicale là, parce que tous les jours, nous à côté classe travaillère et tous les jours, comment Charvin il fait un très grand exposé, l'urban la loi, l'urban structure qui vise à changer, et c'est pour ça qu'il nous peut
amène nous à tous les camarades syndicalistes ou bien les délégués syndicaux aux autres salles de travail qui subissent répression et dans le secteur privé et dans le secteur public. C'est tout un pareil étatique côté pire parce que là-bas, comme je viens de dire, c'est ma nominé politique. Donc, il y a toute une ingérence politique dans ce travail pour qu'ils ne soient pas capables de faire ce travail bien comme on besoin. Donc, tout ça là, besoin de mettre un frein, besoin d'arrêter. L'institution besoin capable d'être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus côté de la méritocratie, côté du monde qui peut travailler, ce travail en toute indépendance, sans qu'il besoin de payer un ministre ou bien PPS ou bien un conseiller qui peut mettre l'eau sur un boda. Merci. Sans plus tarder, c'est un mot passe la parole à Kougan Parapen, qui pour cause de greedflation après post budget fait l'assessment de régime fiscal et politique monétaire dans la période qui nous peut vivre avec l'inflation. Merci Président, bonjour à tout le monde. Intervention aujourd'hui du point économique et surtout un focus sur l'inflation et un peu une particularité de l'inflation qui le peuple mauricien peut subir en ce moment. Je crois la majorité des ménages mauriciens a de plus en plus de difficultés pour faire les débuts douanes. Il n'y a pas une nouveauté qui le coût de la vie est exorbitant dans le pays. Et quand nous avons une raison qui fait ça une arrivée, forcément, nous vous rappelons que la dépréciation de la roupie post-Covid, une fait qui nous roupie une perdu 30% à peu près de sa valeur vis-à-vis de devises comme le dollar, l'euro ou la livre sterling. Nous aussi connaissons qu'au niveau international, il y a une flambée dans le coût des commodités et qu'aussi nous connaissons par rapport à la Covid-19, par rapport au fret, c'est-à-dire le coût de transport de cargo, le fret qui vient excessivement cher, qui doublé, triplé, voire plus en termes de prix, parce qu'il y a ce qui s'appelle supply chain disruptions à travers le monde, surtout le port pour embarcation et désembarcation de containers. Sauf que depuis quelques mois, il y a quand même une sorte de normalisation de la situation à travers le monde. Aujourd'hui, le fret il revient au même niveau qu'il était avant Covid-19, voire moindre. Donc ça l'étend que le fret qui doublé, triplé, le prix du transport qui vient exorbitant, ce n'est plus le cas. Aussi, le prix sur les marchés internationaux de denrées, de commodités, il connaît une sorte de normalisation. Par exemple, le prix du pétrole, il revient à un niveau en dessous des $100 le baril, même en dessous de $80 le baril. Et peut-être par rapport à la roupie, quand même une stabilisation de la roupie à des niveaux très, très bas. Donc ça facteur-là, ça n'a pas renversé, malheureusement. Mais peut-être dans trois bonnes raisons principales qui font le coût de la vie qui vient excessivement cher dans le passé, nous trouvons que dans deux de ces trois raisons-là, il gagne quand même une sorte de normalisation. Donc de ce fait, je pense beaucoup de monde, surtout les peuples qui attendent quand même qu'il y ait une certaine normalisation, le prix qui est pratiqué à travers le pays, qu'il soit pour une commodité ou pour un service, mais tel n'est pas le cas. Je crois que tout le monde réalise aujourd'hui qu'il y a un prix qui monte, qui prend l'échelle post-Covid, ça va un prix là, d'aucune façon, je peux revenir à des prix normaux. Donc, ce qui amène nous à faire un constat, c'est un constat qui
peut faire à travers le monde, hein, c'est pas qu'à Maurice, mais je pense qu'à Maurice dit aussi extrêmement pertinent, c'est ce phénomène de greedflation. Donc c'est un mélange de deux mots, greed, hein, la gourmandise, et inflation, c'est la fin de inflation. Donc beaucoup d'économistes à travers le monde peuvent qualifier sa période dans laquelle nous pouvons vivre là comme une période de greedflation, c'est-à-dire nous pouvons trouver qu'une compagnie de secteur privé cette marge de profitabilité inaugmentée. Inaugmentée dans une période que la majorité de la population mondiale peut souffrir. Et il y a une sorte d'indécence qui est présente dans le fait qu'il y a des gens qui sont propriétaires capital, hein, chef d'entreprise et des actionnaires, mais ils ont envie de faire ce que nous appelle revenge capitalism, c'est-à-dire nous tous au courant qui post Covid-19, beaucoup d'entreprises passent par un moment difficile financièrement parce qu'il y a un lockdown, une restriction sociale, donc les mondes participent à évoluer, comment y habiter, évoluer. Donc ça a impacté beaucoup l'entreprise. Donc pendant une période de 2 ans et demi, beaucoup d'entreprises du secteur privé pas capables d'opérer, comment ils habitués à opérer, et que forcément, ils gagnent un gros manque à gagner par rapport à toute l'entreprise. Et là, ce qui nous peut réaliser, c'est que maintenant que l'économie et que la société peut normaliser post-Covid-19, l'observation qu'il peut faire, c'est que beaucoup de ces compagnies-là, beaucoup de ces entreprises-là, comment dire, j'ai plus envie, renverse la situation, ramasse le manque à gagner le plus vite possible. Donc, imaginez-vous si vous pas de travail pendant 2 ans, qui quantité manque à gagner, ça capable de représenter pour vous. Et là, maintenant que l'économie est réouverte, ça va société-là paye un prix artificiellement haut et quand même paye de l'autre côté essaye minimise le coût autant que possible pour qu'ils soient capables de maximiser le profit et non pas faire un profit normal mais faire un profit anormal qui pour aider recouvrir le manque à gagner des 2 dernières années. Et c'est la population qui peut bien payer ça. Donc, il y a un certain machiavélisme dans ce qui peut pratiquer en ce moment. Il y a une certaine c'est une indécence du capitalisme qui peut pratiquer. C'est dans un moment que les peuples vulnérables à une perte du pouvoir d'achat, il y a une minorité qui peut malheureusement enfonce le couteau dans la plaie et qui peut extraire le maximum d'argent possible depuis sa population. Donc, le concept de greedflation, le phénomène de greedflation est bel et bien existant et que nous demandons au ministère des Finances et aussi au ministère de l'Industrie et du Commerce d'être vigilants et d'œuvrer dans le sens de la population, c'est-à-dire d'œuvrer pour qui une compagnie pas capable de faire un abus comment ça peut faire actuellement. Un parti politique, malheureusement, bien rare, est capable de
faire un board d'administration ou l'équipe management être à l'écoute. Mais par contre, le rôle d'un parti politique, c'est aussi de conscientiser la population et de mettre pression auprès d'un gouvernement, parce que le rôle d'un gouvernement, c'est de légiférer, c'est de réguler, surtout un gouvernement qui se dit socialiste. Donc, le rôle d'un gouvernement, c'est aussi pour capable assurer qu'il y a un agent, qu'il y a un acteur de l'économie, peut jouer un rôle adéquat et qui n'est pas plus pratique et qui n'est pas plus mettre en place une pratique abusive. Parce que, là nous revenons à l'inflation, parce que tant qu'il y a une compagnie garde sa politique de maximisation anormale des profits, ben la population pourrait s'appauvrir. Parce qu'il ne pas si évident pour tout le monde, mais une compagnie qui peut maximiser ce profit veut dire une population qui peut trouver clair. Et que le but de n'importe quel gouvernement, c'est d'assurer la maximisation du bien-être de cette population. Et quand on a un rôle aussi crucial qui assure le bien-être de la population, ou vous veillez au grain. Vous pensez, le ministre de l'Industrie et du Commerce, il arrive là pour les sortir depuis ce sommeil ou ce hibernation, et qui, quand même, dit intervenir, et qui, il dit à certaines compagnies qui abusent du marché, qui n'est pas pour tolérer ça. Parce que ce silence-là, c'est un silence complice. S'il y a autant d'abus qu'il peut faire, quand vous avez tout un rapport financier devant une compagnie qui est listée dans la bourse mauricienne pour le second trimestre de 2022, là, les chiffres qui ne font que sortir, profitabilité record partout. Mais il y a des affaires qui ne sont pas normales. Ce n'est pas juste profitabilité record, c'est la marge de profitabilité inaugmentée. À cause de ça, nous pouvons dire que c'est un prix qui peut pratiquer en ce moment-là, c'est un prix qui est artificiellement fort. Et il y a de la marge pour soulager le consommateur. Mais si le gouvernement et les instances régulatrices passent le rôle qu'ils sont supposés jouer, ou capable d'être sûr que le secteur privé, il peut satisfaire avec ce ban profit, avec cette profitabilité. Donc, ça amène nous à la deuxième partie de l'intervention aujourd'hui, c'est la politique fiscale et monétaire du gouvernement dans un contexte inflationniste comme on peut connaître en ce moment. Donc, une affaire qui peut-être échappe à beaucoup de personnes, c'est le fait qui, et comme on rappelle d'une intervention que nous avons fait à la radio après l'annonce de la création du MIC pendant la COVID, nous avons dit que nous avons l'impression que le gouvernement peut créer un war chest pour qu'il puisse servir ça le moment voulu pour un besoin politique seulement. Nous tous connaissons qui, et qui bon, on rappelle aussi, peut-être pour certains qui n'ont oublié, qui, même avant que la COVID existait, le gouvernement MSM qui déjà peut mettre la main dans les réserves de la Banque de Maurice. Et nous tous aussi connaissons qui, vu l'endettement élevé
au niveau public, mais il est extrêmement difficile pour un gouvernement, s'ils ont joué d'après les règles, pour faire une dépense extravagante. Donc là, ce qui peut passer, c'est qu'il y a un ministre des Finances qui, dans ce dernier budget, il fait un budget avec un déficit, quand on prend tout ce transfert caché à gauche et à droite, qui représente à peu près 5% du PIB. Donc un déficit fiscal de 5% du PIB, c'est-à-dire il peut dépenser 5% plus qu'il peut recevoir en termes de revenus. Et que ça casse là, quand il sorti majoritairement depuis les special funds. Et ça va special funds là, certains d'entre eux, ils sont alimentés par les réserves de la Banque de Maurice. Donc, le FMI, Fonds monétaire international, dans ce dernier rapport qu'il fait au Maurice, il met en garde contre ce qu'il appelle the monetization of Bank of Mauritius reserves. Qu'est-ce que ça veut dire, monetization of Bank of Mauritius reserves? Ça veut dire que le gouvernement, le ministère des Finances, peut servir une réserve de la Banque de Maurice pour injecter de la liquidité dans le circuit monétaire. Vous voyez, un gouvernement, une banque centrale, s'il a envie demain, il imprime billets. Il y en a sa pouvoir là. Donc demain, si la Banque centrale en vient imprime 100 milliards roupies additionnelles et qu'on veut injecter ça dans l'économie, il est capable de faire. Mais quand il transfère casse depuis réserve la Banque de Maurice et qu'il envoie ça directement dans les caisses de l'État, mais c'est la même chose qu'il fait. C'est comment dire, il imprime de l'argent et qu'il ajoute ça dans le circuit monétaire. Parce que la casse qui est dans réserve de la Banque de Maurice là, jamais il pourrait trouver dans le circuit monétaire parce que la Banque de Maurice peine sa pouvoir pour prendre réserve et injecter dans le circuit monétaire. Donc c'est ça que le FMI tire la sonnette d'alarme, il dit fais attention, vous pouvez monétiser une réserve qui patine à finalité pour être dans le circuit monétaire. Ça veut dire qu'il fait en transférant de l'argent des réserves de la Banque de Maurice au ministère des Finances, c'est comment dire, il imprime 80 milliards de roupies additionnelles et qu'il met dans le circuit. Et là, n'importe qui dit qu'il a une brève notion de l'économie pour connaître que quand vous mettez 80 milliards de roupies additionnelles nouveaux dans n'importe qui circuit, ben, il pour créer un overflow, il pour créer l'inflation. Il est aussi simple que ça, c'est straightforward, ça. En économie, on appelle ça too much money chasing too few goods. Mais Padayachi, il a adopté l'approche politique, purement politique, hein, ça casse là, depuis qu'il la réélection de Ligue de ce ban camarade de parti, sans prendre en considération qu'il impact à long terme, il peut créer l'ONU Société. Parce que l'inflation, mettez ça bien dans nous la tête, l'inflation, si nous badinons au lit, mais d'ici, il va badiner avec nous. L'inflation, c'est un
pire mal économique qui a existé quand il n'est pas contrôlé. Dans la Banque centrale, il y a un seul objectif avant la guerre mondiale, c'était d'assurer la croissance. Mais après la période de hyperinflation que le monde connaît entre post-guerre mondiale jusqu'à les années 70, la majorité de la Banque centrale à travers le monde, une sens cet objectif, une sortie depuis un single purpose objective, une dual purpose objective. C'est-à-dire aujourd'hui, à la Banque centrale, ce but, ce n'est pas uniquement de s'assurer qu'il y a la croissance économique, mais aussi de s'assurer qu'il y a la stabilité des prix. Donc, si vous n'êtes pas capable d'assurer la stabilité des prix, si vous pouvez prendre une mesure économique populiste, mais qui malheureusement, a le potentiel fragilise la stabilité des prix chez le moyen et le long terme, mais vous pouvez faire un acte extrêmement irresponsable. Nos voisins, le Zimbabwe, témoins de ce qui était l'hyperinflation. Il y a un récit que les Zimbabwe raconte nous, qui j'étais à le restaurant, quand je passe commande de te manger et de te boire, je passe à l'eau un prix, mais quand on arrive là pour payer, je te paye ça à un autre prix. Parce que l'inflation, l'hyperinflation, il est là, et le prix là reste bougé d'heure en heure comme si. Bon, nous espérons que Maurice pas arrive dans une situation comme ça, mais même s'il n'est pas arrivé dans une situation comme ça, si nous avons l'inflation incontrôlée ou élevée sur le moyen terme, il est au détriment de nos bien-être, il est au détriment de nos pouvoirs d'achat. Parce qu'il va nous quand l'inflation, le 10% comme il était récemment, ça veut dire qu'on perd 10% au pouvoir d'achat. Parce qu'autour de vous, tout peut coûter 10% plus cher, mais si vous la payez n'augmente pas 10%, on va pas sûr. Donc l'inflation fait appauvrir automatiquement sans qu'il vous perde du casse dans vos pouces. Donc, d'un côté, nous avons le ministre des Finances qui l'architecte de un budget extrêmement inflationniste et qui en même temps n'a pas pu faire aucun effort pour régler la structure économique du pays. D'ailleurs, il y a un négationniste là, il dit que Maurice n'a aucun problème structurel. C'est à se demander comment il vit un économiste à Bougla. Et de l'autre côté, on a bien dire son allié, le gouverneur de la Banque de Maurice. Et comment dire allié, je pèse sur mes mots, parce que toute la Banque centrale qui se respecte à travers le monde, besoin de l'indépendance depuis le ministre des Finances et le ministère des Finances. Un poste de gouverneur de la Banque centrale, c'est un poste extrêmement important, et c'est un zimoun, et c'est une institution qui bien reste indépendant no matter what. Malheureusement, à Maurice, nous nous trouvons avec le transfert des réserves de la Banque de Maurice vers le gouvernement, le gouvernement traite la Banque de Maurice comment se tirer, comment se boîte condamné. Là, nous trouvons que pendant 6 mois, la Banque de Maurice, le comité qui prend décision le taux d'intérêt de la Banque de Maurice, je pas besoin. Pendant 6 mois. Ça reste besoin en juin, après le budget. Coïncidence. Et je rencontre précédent, c'était en décembre 2022.
Mais c'est absolument incroyable qu'un comité qui décide de direction des taux d'intérêt de la politique monétaire n'a pas besoin pendant 6 mois. C'est unheard of. C'est complètement à l'encontre de tout ce que nous appelons good governance and effective policy making. Et c'est malheureusement le triste état de nous l'économie et de nous la banque centrale aujourd'hui. Mais quand j'ai envie peut-être aller par rapport à la banque centrale aujourd'hui, c'est par rapport à sa politique de taux d'intérêt. Aujourd'hui, le taux d'intérêt que la Banque de Maurice a appliqué, le taux directeur il y a 4,5%, mais le taux de l'inflation, le headline inflation, en juin, il est à 10,5%. Et le forecast pour l'inflation pour l'année 2023, qui fait que publié en juin par la Banque de Maurice, il y a 6,8%. Donc, automatiquement, nous trouvons que le taux d'intérêt est nettement inférieur au taux d'inflation, qu'il y soit le taux d'inflation actuel ou le taux d'inflation projeté pour l'année. Donc, ça veut dire que le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal ajusté pour l'inflation, dit négatif. Parce que, disons, nous prenons headline inflation de juin 2023 qui est à 10,5 et que nous prenons le taux d'intérêt actuel à Maurice qui est à 4,5, nous trouvons que le real interest rate est moins 6,5%. Ça veut dire si demain vous prenez 100 roupies, vous mettez la banque pour 1 an, après 1 an, vous gagnez 4,5% d'intérêt, disons. Donc, mais c'est moi, en même temps, l'inflation à 10,5 fait que le coût de la vie il n'augmente pas 10,5%. Donc, finalement, quand on prend 10,5% de recul que vous prend le pouvoir d'achat, vous ajustez pour les 4,50 roupies qui ont gagné à l'intérêt, vous retrouvez à 94 par là. Donc, on fait un recul de 6%. Donc, c'est ça le taux d'intérêt réel. Mais, encore une fois, la théorie économique et tout économiste à travers le monde connaît qui, quand vous êtes sérieux dans le combat contre l'inflation, quand vous avez envie d'amener l'inflation sous contrôle, ça qui vous besoin faire, c'est faire que le taux d'intérêt réel est positif. Parce que là, qu'arrive là, quand le taux d'intérêt là, réel là, est négatif, moi, en tant que consommateur, moi, j'ai des choix. Moi, j'ai le choix soit mettre 20 savings dans la banque, soit me consomme, me servir à ça, me consommer tout de suite. Mais la réflexion dit bien simple, c'est si je me connais dans 12 mois, même si je mets mon casse dans la banque, il peut perdre 6% sur valeur. Mais je préfère servir tout de suite. Parce qu'il n'y a plus de valeur aujourd'hui qu'il peut dans 12 mois. Mais là, tout le monde qui réfléchit comme ça, je dis, ben, ok, nous prenons savings, nous consommons. Et que ça fait forcément que tout le monde peut consommer. Mais quand on met tout ça là, ça s'appelle agrégé, mais il fait que l'inflation reste quand même très élevée parce que la demande reste très forte. Pour un gens qui n'a ce cas dans la banque aussi, il dit, ben, si tout peut monter, dans la banque, moi, vous gagnez 4% d'intérêt, prix terrain pour monter pour 10%, mais je tiens mon casse dans la banque, moi, là, c'était terrain. Et que ça fait ce cycle fait qui tout autour de vous, comment on se prend l'ascenseur, etc. Donc, tout le monde comprend, mais il paraît que le gouverneur de la Banque de Maurice, ça, il ne pas comprendre.
Et il vient annoncer en grand fanfare là, après 6 mois qu'ils ont une zone, qui taux d'intérêt pourrait inchangé. Bon, on comprend, beaucoup de monde, la majorité mauricienne endettée, et forcément, une hausse dans les taux d'intérêt fait l'argent qu'ils ont besoin de trouver pour financer notre loan, l'endettement pour augmenter. Mais ça même beaucoup de gens pour dire short-term gain for long-term, short-term pain for long-term gain. C'est-à-dire préférable pour ces sentir là et que nous ramène comme une société, une économie, l'inflation sous contrôle, qui nous passe à sentir là, nous passe à ralentir sa momentum économique là, et qui ça crée sur le long terme une inflation ou une attente inflationniste qui n'est plus sous contrôle. Donc, quand nous regardons dans les autres pays qui sont un peu, disons, dans la même situation que nous à travers le monde, nous pouvons trouver qui nous peut dire si vous regardez le taux d'inflation en Inde, il y a au-dessus de 8%, le taux d'intérêt en Inde, qui de la banque, Reserve Bank of India, il mettait au-dessus de 8%, 8,5 si je ne me pas trompé. Si vous êtes au Brésil, le pays émergent encore, le taux d'intérêt il y a 13%. Si vous êtes dans peut-être un pays développé, peut-être Maurice croit y développer, mais nous êtes dans un pays développé même. Aux États-Unis, le taux d'intérêt il y a 5,25. Au Royaume-Uni, il y a 5%. Au Canada, il y a tout 5-6%. Donc, presque tout pays à travers le monde a un taux d'intérêt plus élevé que pour nous. Alors que nous, notre taux d'inflation est plus élevé à travers le monde. Donc, le taux d'intérêt réel à Maurice est négatif, mais pas si c'est négatif, il est plus négatif qu'il y a à travers le monde. Donc, comment nous expliquer effective policy making quand on a d'un côté au ministre des Finances qui comment dire, il fait un budget qui peut créer de l'inflation le moyen terme et long terme, parce qu'il peut prendre casse la Banque de Maurice. C'est un qui appelle helicopter money, il peut faire ça partout. Bandiboun qui peut recevoir, tant mieux, mais il y a des affaires qui nous inquiètent entre un individu et aussi une société. Et que le côté où il y a un directeur de la Banque de Maurice, un gouverneur de la Banque de Maurice qui pas trouve le problème inflationniste et qui au contraire peut garder le taux d'intérêt réel à ce niveau le plus négatif à travers le monde. Donc là, on a quand même un cocktail explosif par rapport à l'inflation. Et quand on lit les minutes qui ne fait que sortir de la Banque de Maurice par rapport à ce dernier meeting monétaire, on comprend que peut-être le problème était, c'est que la Banque de Maurice pensait que l'inflation nécessairement que imported inflation. Non, il est vrai que la majorité de ce que nous consommons dans ce pays-là pas sorti dans nos pays, mais sorti de l'extérieur. Donc, il est aussi vrai que le prix à l'international, dans une grande mesure, impactait le prix au niveau local. Mais si c'est vrai, il ne faudrait pas croire qu'une société, un pays, pas capable de créer de l'inflation au sein de son propre économie non plus, comme si. Donc, je peux dire aux autorités, au gouverneur de la Banque de Maurice, comment dire, pas juste croire qu'il y a goods inflation, qui drive inflation, mais aussi il y a services inflation, l'inflation des services. Parce qu'il ne fallait pas oublier qu'il a une grande spirale inflationniste. Bon, hier, on a trouvé, par exemple, qu'un employé de la CEB, il bénéficiait d'une augmentation de 11 à 19% de salaire. Nous sommes bien contents pour eux. Nous pensons que dans le contexte actuel, c'est la moindre des choses qu'ils ont mérité. Mais vous avez compris que si ça wage inflation là rentre partout,
si tout employé commence à dire donne-moi 10%, 15% d'augmentation et qu'il devient une affaire normale, mais ça, il crée sa spirale inflationniste parce que business là, hein, le management, le board de directeur, je vous dire, si le coût employé peut monter par 15%, ben nous pouvons augmenter nos prix ici par 15% parce que nous avons nous moche. Et que là, on rentre dans une spirale d'inflation non contrôlée qui devient bien difficile de sortir là-dedans parce que l'inflation, c'est aussi beaucoup par rapport à la psychologie. Donc, si vous pouvez attendre qu'il prix pour monter par 5%, ou si vous pouvez rentrer dans la logique qui va augmenter par 5%. Donc, il y a le risque d'un, ce que nous appelons un de-anchoring of inflationary expectations, hein, c'est-à-dire il y a la possibilité réelle qui nous l'économie subir un changement radical et important par rapport à son attente inflationniste que nous bouge peut-être depuis sa range de 4,5%, nous allons vers de 6-7%. Et ça, il peut avoir une conséquence catastrophique pour la société. Et surtout pour une certaine section de la société. Et c'est là peut-être, beaucoup termine là, c'est, vous savez qu'on appelle un malaise mauricien qui l'a depuis bien longtemps, mais qui peut-être, si vous ne pas nécessairement réalisé, c'est que dans ce pays-là, il y a des gens qui opèrent dans un secteur qui bénéficient qu'en roupie faible, et qu'il y a des gens qui opèrent dans l'autre secteur, c'est eux qui subissent la faiblesse de la roupie. Et là, par exemple, nous connaissons qui le tourisme il reprend très fortement même, bien dire. Hein, d'abord, 1 million de touristes pour 2023 sera largement dépassé, selon les prévisions. Mais c'est-à-dire, pas oublier qu'un touriste, quand il vient, il peut dépenser en dollars, en euros, dans ce devise. Quand il vient ici, quand il convertit au cash, là qu'il dépense en roupies, mais à la base, il peut dépenser dans ce devise qu'il y gagné, dans ce monnaie de revenus. Et là, dans le budget, le ministre des Finances peut taper la table, peut dire oui, touristes peut dépenser 30% plus qu'ils ont habitué de dépenser. Mais c'est évident, hein, parce qu'au Roupilan déprécié, si touriste là dépense $1,000, mais avant $1,000 c'était 35 000 roupies, aujourd'hui il vient 45 000 roupies. Mais touriste là dépense $1,000, même il ne peut pas dépenser un sou en moins. C'est nous qu'on peut reconvertir ça en roupies, qui ne peut tout dire, il augmente. Donc, la dépréciation de la roupie, forcément, c'est une manne financière incroyable pour tout le monde qui est dans l'exportation, parce que ce top line, hein, ce revenu, il augmente pas 30%. Si un opérateur hôtelier, ce revenu, c'est touriste qui paye lui, mais forcément, quand il convertit ça en roupies, il n'a rien gagné. Et c'est pour ça que l'industrie hôtelière, là, peut faire un profit du jamais vu, un profit qui nous appelle mirobolant. Mais est-ce que ça peut bénéficier à tout le monde? Est-ce que l'employé de l'industrie hôtelière, son salaire, il augmente pas 30%? Est-ce que un fonctionnaire du service public, son salaire, il n'augmente pas 30%? Est-ce que tout le monde qui n'est pas exposé à un secteur d'exploitation, je ne bénéficier de ces 30%-là? Non. Et que c'est ça le malaise mauricien, c'est que quand nous déprécions nos roupies, quand nous avons une politique de roupies faible, de tout le temps bénéficier à une certaine catégorie de monde, c'est-à-dire à des gens qui sont exposés directement à l'exportation, et que c'est tout le temps la même catégorie de monde qui paye les pots cassés, c'est-à-dire des gens qui ont un salaire fixe et qui ne sont pas nécessairement exportés au secteur exportation. Et que c'est ça qui crée un fossé qui de plus en plus loge entre des catégories de monde à Maurice. Et c'est ça qui fait qu'il y a une grosse majorité de Mauriciens
sans péré qu'il est, alors qu'il s'est atteint, peut avancer à grands pas. Donc, aujourd'hui, c'est là pour cause de reflation, mais aussi pour dénoncer les responsabilités fiscales et monétaires de nos pays, de nos dirigeants de nos pays, et tirer la sonnette d'alarme, le danger de cette approche populiste, et faire aussi peut-être à les gens qui peuvent suivre nous, prendre conscience que l'inflation n'est pas à prendre à la légère et qui peut-être dans n'importe quel contexte électoral nous peut être dans le futur, qui la programmatique électorale économique, les business centrales dans la décision qu'ils prennent, parce qu'à la fin des fins, le bien-être, c'est souvent lié à l'aspect monétaire. Et la population, bien qu'on prenne une décision pour ce propre intérêt, et connaît qui s'en a qui peut. Parce que 1000 roupies, 2000 roupies compensation, quand tout augmenté pour 5-10 000 roupies, quand le panier est augmenté pour 5-10 000 roupies, ben c'est pas une avancée, hein. C'est un opéré qu'il est. Et qu'opéré qu'il est depuis très longtemps. Comme étant ça continue comme ça. Donc, merci pour votre attention. Merci, Kougan. Est-ce qu'il y a un membre de la presse une question ou bien éclaircissement que tu as envie de gagner? Que ce soit de la part d'Arjvin ou de Kougan. Nous disons merci qui participe dans sa conférence de presse. Merci tout le monde qui prend le temps de sa conférence de presse là à travers les réseaux sociaux. Nous avons rendez-vous pour une prochaine conférence de presse Résistance et Alternative. Nous lançons l'appel aussi à la population, à les travailleurs, les citoyens. Si vous avez envie de converser avec Résistance et Alternative, pas hésiter, contactez-nous pour qu'ils nous capables d'avoir une conversation politique et pour l'avenir nos pays ensemble. Merci.